C'est le gigantesque sbeul dans le cadre du budget au Parlement. Vous avez suivi le vote du budget, ou vous n'avez pas suivi d'ailleurs, on va rapidement revenir dessus. Le vote du budget est extrêmement compliqué cette année. Il l'était déjà l'année dernière. L'année dernière, vous vous souvenez, le vote du budget, c'est ce qui a fait tomber le gouvernement Barnier. Et là, actuellement, il y a des discussions, il y a des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour revenir à l'Assemblée nationale pour voter un budget sur lequel le gouvernement Le Cornu avait dit promis, juré, craché, le PS, s'il vous plaît, ne nous censurez pas parce que nous, jamais on va utiliser le 49.3. Et Olivier Faure, qui vit dans le monde de oui oui, s'est dit oh mais c'est évident que les macronistes, avec absolument aucune majorité au Parlement, vont accepter de faire voter un budget où on va discuter gentiment de est-ce qu'on emmerde un petit peu ou beaucoup les pauvres de ce pays. Voilà, donc dans le monde merveilleux de la tête d'Olivier Faure, écoutez, malheureusement les amis, je suis en grand regret de vous annoncer que peut-être qu'Olivier Faure s'est trompé. Oh non. Non, non, non. Bon, on va pouvoir regarder tout ça dans cette capsule. Les amis, nous allons regarder Olivier Faure qui ne se fait pas respecter. Nous allons regarder le Parti socialiste qui roule sur ses promesses, et notamment sur Olivier Faure, mais sur nous tous. Ils nous roulent tous dessus. Et puis surtout, nous allons nous faire la meilleure des macronistes. J'ai nommé Amélie de Montchalin, les copains, qui va nous expliquer que si jamais on vote pas un budget de droite et tout, le monde va s'effondrer, les ouragans, les sauterelles, invasion de souris, machin, les volcans d'Auvergne en éruption, bref, la catastrophe quoi. Pour regarder tout ça, nous allons le faire avec mon camarade Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce qu'on regarde Olivier Faure se faire rouler dessus? Bah, nous on l'annonce, hein. On lui dit attention Olivier, attention, il y a la route, là tu traverses sans regarder à gauche. Bon, ça, on le savait. Mais sans regarder à ta droite non plus. Et là, attention, ça vient de la droite, tu vas te faire rouler dessus. On t'a prévenu, on a fait une capsule sur le capitaine de pédalo qui va te rouler dessus, François Hollande. Et des gens qui se mettent dans la roue de Francesco Hollande, dit le parrain, la main noire de la gauche qui va vraiment te finir. Parce que Zoé rêve de pelle platonique pour te finir, mais là, je pense que tu vas vraiment finir en boîte de conserve. C'est ce que va faire Hollande de toi. Et là, ça commence, quoi. Nous, on est prêts. On est un peu triste pour notre valet de la noisette qu'on aimait bien. J'espère qu'il sera encore là en 2026 parce que c'est un personnage sympa. On avait des idées de scénario pour lui, mais bon là pour l'instant ça va être compliqué, quoi. On va commencer déjà, comme tu as dit, par notre chère Amélie de Montchalin. Alors, on n'a pas de titre de noblesse pour nos gens du centre et de droite, quoi, voilà. Mais déjà, Amélie de Montchalin, ADM. Il y a 3 initiales, classico. Donc, Amélie, on pourrait parler sur sa biographie, Amélie, mais intéressante, prolétarienne, j'ai envie de dire, la biographie Oui. d'Amélie. Ah oui, alors vite fait, je crois qu'on l'a jamais faite cette macroniste, les amis. Je vous rappelle qu'ici, notre passion quand on est face à un ou une macroniste, c'est de dire d'où parle le camarade. Et donc, Amélie de Montchalin, mais alors ça, c'est vraiment... Alors, elle n'avait pas de particules à sa naissance, déjà, disons-le. Elle est née dans le 8e arrondissement de Lyon. Et puis, cette meuf, elle a suivi les mutations de son père qui était énorme cadre pour Elf, pour Danone, pour Coca, bref, vous voyez un petit peu le genre de truc. Et vous allez voir que son parcours scolaire, c'est, j'ai envie de dire, classico parcours de macroniste. Elle a fait son lycée à Auch. Alors, Auch, pour ceux qui voient, c'est un gros lycée de Versailles, etc., avec vraiment un taux de jupe plissée et de serre-tête extrêmement élevé. Ensuite, elle est passée en classe prépa à Sainte-Geneviève, qui est le plus gros lycée privé. Ah, moi, je rajoute un prépa. petit truc précisé dans ça doit être ses conseillers en com qui ont mis ça. Famille d'agriculteurs. Bon, tu sais, pour faire un peu de la terre. Attention, plateau de Saclay. Alors, je sais pas si les gens savent ce que c'est le plateau de Saclay, mais c'est genre les terrains les plus chers de France, dans l'Essonne et tout. C'est pas la ruralité, les agriculteurs autour de chez toi, Zoé. Voilà. Non, voilà. C'est pas des mecs qui sont en fermage, c'est-à-dire pas propriétaires de leur terre, qui ont 30 hectares en fermage avec de la polyculture élevage, qui galèrent à se lever à 6h du mat pour traire leurs chèvres. Non, on est sur un autre délire là. Quand on vous dit agriculteur, de toute façon, sachez que c'est une douille. Agriculteur ne veut rien dire en termes de classe. Ça recouvre des réalités extrêmement différentes, et autant vous dire que Amélie de Montchalin n'est pas issue de la paysannerie pauvre française. Hein. On n'est pas là-dedans Voilà. du tout. Donc voilà, donc lycée à Sainte-Geneviève, déjà personne qui sort de chez les prolos ne fait son lycée à Auch et sa prépa à Sainte-Geneviève, ça n'existe pas. Hein. Je vous le dis, ça n'est pas possible. Et puis ensuite, elle a fait
HEC Paris, et oui, j'ai envie de dire que dans le trio des enfers, il y a HEC Paris en premier, puis il y a Sciences Po Paris en deuxième. C'est comme les chasseurs, il y en a des biens, quoique à HEC, je suis pas sûre, mais bon, voilà. Donc elle sort de là, et puis ensuite elle passe à Paris Dauphine et machin. Elle fait un beau mariage. Voilà, elle fait un beau mariage avec, attention, Guillaume de Lombard de Montchalin, d'une famille subsistante de la noblesse française, comme quoi on n'avait pas tout à fait bien fini le travail. Et d'abord consultant au Boston Consulting Group, puis chez Alors, Euraseo. BCG, pour ceux qui savent pas, c'est l'équivalent de McKinsey. Hein. Exactement. Même niveau que Mac, il y a Mac, BCG, Accenture, voilà, Bain. Et vous savez, quand je vous parle des complémentaires santé, du fait que celles qui sont régies par le code des assurances privées, c'est vraiment la plus grosse pompe à fric qui existe. C'est-à-dire que les mecs, sur 100 balles que vous cotisez, ils en bouffent 22 pour rémunérer des PDG, des actionnaires et tout. À votre avis, dans les gens qui le rémunèrent, il y a qui? Il y a Amélie de Montchalin, et oui, parce qu'elle a été économiste junior chez Exane BNP Paribas. Et puis ensuite, elle a bossé chez AXA, comme directrice de la prospective et du suivi des politiques publiques. Oh ben dis donc, ça ressemble vraiment à un poste où son boulot, c'est de réfléchir à comment on va pouvoir sucer de l'argent public, sucer l'argent des gens, pour pouvoir se rémunérer soi-même très grassement, soit et tous ses autres potes du conseil d'administration, quoi. Voilà, Amélie de Montchalin, donc quelqu'un qui a vraiment l'intérêt du peuple et la France chevillée au corps, n'est-ce pas? Voilà, moi, je rajoute une Et petite puis voilà. distinction Young Leader de la French American Foundation. Donc ça, c'est Oui. vraiment la CIA, quoi, classico. Voilà. Et donc, vous avez capté, hein, son boulot chez AXA, c'est lobbyiste. Hein. C'est ça son taf. Et ensuite, la meuf finit ministre. Personne ne voit de problème là-dedans. Moi, je n'en vois aucun non plus. À votre avis, est-ce que vous faites confiance à Amélie de Montchalin pour faire le 100% sécu, pour économiser immédiatement 5,4 milliards d'euros, pour arrêter de se faire piquer l'argent de l'assurance maladie, l'argent qu'on met tous en commun pour se soigner, par des gros requins de cadres du privé d'AXA? Est-ce que vous lui faites confiance pour ça? Moi, pas trop, mais c'est probablement parce que je suis quelqu'un d'un petit peu soupolé. Bah ouais, moi je lui fais confiance les yeux fermés. Je trouve que cette description que tu viens de nous faire me donne très envie de lui faire confiance. Je finis pour dire qu'elle a quand même fait une interview en disant qu'elle était catholique pratiquante. Alors ça c'est son problème, mais elle a 3 enfants, elle a écrit un livre et elle dit dans son interview qu'elle peut concilier tout ça facilement. Quand on veut, on peut être cadre supérieur, ministre, avoir 3 enfants, aller les chercher à l'école, leur préparer des petits pots de petits pois bio tout seul à la maison. Force aux femmes, c'est un modèle pour vous qui trouvez que c'est très dur la journée. Pensez à Amélie qui a le temps de faire tout ça en plus d'être ministre et de sauver la France via le budget. Voilà. Alors j'imagine qu'il ne doit y avoir aucune femme prolétaire embauchée par Amélie de Montchalin à des prix extrêmement bas pour faire son ménage, faire son linge. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé, Zoé. Source. Ça ne doit pas exister, évidemment. Bon, alors moi vraiment, les grandes cadres mariées à des nobles, macronistes qui viennent donner des leçons aux meufs prolos sur comment on gère sa vie professionnelle et ses gamins, moi je pense que ça mérite au moins 10 ans dans les champs, sans gourde et sans chapeau. Mais bon, après, c'est peut-être parce que je suis quelqu'un d'un peu sensible sur ces questions. Moi, 10 ans dans une MAM, dans une maison d'assistante maternelle, voilà, pour changer les couches des autres enfants que tu n'as pas changé de tes propres enfants. Voilà. Et alors, pour vous faire très rapidement son parcours politique, elle a commencé chez LR, hein, enfin l'UMP, puis LR évidemment. Elle était juppéiste. Juppé s'est foiré à la primaire de LR, comme vous vous en souvenez. C'est Fillon qui a gagné. Là, on parle de la préparation de l'élection 2017. Donc là, on était en 2016. Et en fait, très tôt, dès 2016, Amélie, avec son flair incroyable de cadre d'AXA, se dit tiens, si je rejoignais Emmanuel Macron. Elle se retrouve parachutée, députée de l'Essonne, dans une circo où elle gagne très largement. D'ailleurs, c'était une circo dans laquelle avait été Jérôme Gage. Et ensuite, elle fait partie des députés qui sont issus de la fameuse société civile. Vous vous souvenez de ce truc, hein, les cadres d'entreprise qui viennent et la Startup Nation. Et donc, elle fait des trucs incroyables et elle se retrouve à la commission des finances et trucs muches. Et puis après, bien sûr, elle sert les intérêts du peuple. Elle mène la lutte des classes d'arrache-pied. Elle se retrouve secrétaire d'État chargée des affaires européennes, ministre de la transformation et de la fonction publique. À votre avis, Amélie a-t-elle prévu de rajouter des lits d'hôpitaux? Non, hein, évidemment. Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Alors là, juste sur le nom, tu sais que c'est une énorme douille. Et puis voilà, nouvelles élections législatives. Maintenant, elle est ministre chargée des comptes publics, puis ministre d'action et des comptes publics du gouvernement Bayrou. Quand Bayrou démissionne, elle devient ensuite ministre de plein exercice, dotée d'un portefeuille étendu, intégrant la réforme de l'État, la fonction publique, dans le gouvernement de Lecornu. Alors autant vous dire que si il faut qu'on définisse l'ennemi de classe, je pense que Amélie de Montchalin est vraiment l'expression même de ce mot, quoi. Voilà, belle biographie, j'ai envie de dire beau CV.
c'est très intéressant. C'est pas tout à fait une digression, c'est une présentation pour savoir d'où parle la personne, pour vous dire qu'il faut absolument accepter ce budget de merde. Voilà, tout simplement. Donc c'est le camarade Coquerel qui nous propose ça. Un an après le chantage à la carte vitale d'Elisabeth, nous avons ce matin sur France Inter le chantage à la crise financière très grave qui va être horrible. Je rappelle qu'une loi de financement de la sécurité sociale n'est pas obligatoire en l'absence de loi de finances. La loi spéciale permet d'assurer la continuité de l'État. Il n'y a pas de shutdown en France comme aux États-Unis, donc tout ça est du pipeau. Alors, Mais juste précision, le shutdown, c'est comme il n'y a pas de budget voté, eh ben, l'État ne peut plus rien sortir. Donc, on ne peut plus payer les fonctionnaires, on ne peut plus machin, on ne peut plus truc. Ce n'est pas le cas en France, d'accord? Quand on vous dit ça va être nana, votre carte vitale va plus marcher chez le médecin et tout, ce n'est pas vrai. donc voilà ce qu'elle essaye de nous faire. C'est parti, on écoute Amélie. Et je veux le dire avec beaucoup, beaucoup de calme, mais surtout de Ouais. gravité, c'est 29 milliards de déficit. Et on va S'il est parler à voté, Amélie de Montchalin. c'est 6 à Ouais. 9 milliards de déficit en moins. Ouais. S'ils disent, voilà, au fond, on ne prend pas nos responsabilités, on laisse le gouvernement se débrouiller, et oui, le déficit, il va vers Mais 30 milliards. Qu'est-ce qu'on fera, nous? Mais je vous le dis. Alors 9 milliards, bon, autant te dire 9 Mais 9 milliards. milliards, mais 9 milliards, c'est que dalle. Hein. C'est Enfin, c'est rien pardon. du tout. 9 Euh. milliards, c'est comme si vous gagnez 30 000 euros dans l'année, à deux. Donc 9 milliards par rapport au budget, ça doit être 100 euros, quoi. Quelque chose comme ça. Donc on se fout de notre gueule, quoi. Donc oui, 9 milliards, toi, tu le comparais aux revenus des manants, des gens qui gagnent des sommes normales. Mais Descendants, Amélie de ouais. Montchalin. Mm. Voilà, Amélie de Montchalin qui a travaillé pour AXA. Par exemple, AXA en 2024, si on regarde en fonction du dividende qu'ils ont filé par action et tout, ils ont versé à peu près 5 milliards de dividendes à leurs actionnaires. D'accord. Donc Alors- bon, 9 milliards à l'échelle du budget de l'État, je pense qu'on va s'en remettre, Amélie. Hein. Au pire, sinon, vous lâchez vos dividendes, on comble. Enfin voilà, je pense qu'on peut trouver des arrangements. Hein. Moi, je propose une mesure, année blanche pour les actionnaires. On prend Voilà. tous les dividendes du CAC 40 pour l'année 2025 et puis on fait un budget avec. Vous allez voir, C'est ça. on va en trouver des milliards. On vous prend pas de capital. Pour Zoé, c'est une mesure. Moi, elle m'insulte quand je fais ce genre de mesure parce que c'est une Ah oui. mesure réformiste. Elle dit quoi? C'est juste ça ta mesure, Chris? Tu vas aller faire un petit tour au frais là parce que vraiment tu te zucmanises. Mais vraiment juste. Proposition de départ, année blanche pour les actionnaires. On a bien proposé une année blanche pour les fonctionnaires, année blanche pour les actionnaires. Il y a des dividendes à la fin de l'année pour le CAC 40. On prend tout, juste une fois, one shot, et on fait un budget avec. Vous allez voir, c'est plusieurs centaines de milliards. Hein. Pas obligé de faire des choses par décret. Ça ne me Mais semble pas je être suis la frappé, bonne manière ouais. de gouverner le pays. Mais je suis Les macronistes détestent quand il faut faire des décrets. Hein. Vraiment gouverner par décret, les macronistes, ils aiment pas ça du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Hein. Ils aiment pas les décrets, ils aiment pas passer contre la vie parlementaire. Ça, c'est nouveau, hein. Cette idée de faut passer par le Parlement, la loi, faut pas faire que de l'exécutif. On peut rappeler le record de 49-3 sous Macron. Hein. On est à 25 quand même. Ils se sont réveillés un matin de Le Cornu en disant non, ça c'était avant. On a changé. frappé, Amélie de Montchalin, par le discours que vous tenez ce matin sur les risques que court la France si ce budget n'est pas voté. Vous avez dit aussi, s'il y a une loi spéciale, c'est-à-dire si le budget est reconduit de 2025 à 2026, on risque une crise financière et économique très grave. Il y a un an, Elisabeth Borne disait, s'il n'y a pas de budget, si c'est une loi Ouais. Donc même Duhamel est en train de se dire qu'on est en train de l'enfiler. On parle de Benjamin Duhamel, hein. Allez voir la capsule là-dessus. Même lui se dit, wouh, vous foutez de notre gueule, vous nous avez déjà fait le truc la dernière fois. Alors que moi, France Inter vient de m'augmenter mon salaire, la prime de Noël vient de tomber, mon 13e et mon 14e mois, donc c'est pas vrai. Bizarre. spéciale, les cartes vitales, elles arrêteront de fonctionner au 1er janvier. Est-ce que c'est le discours du gouvernement de dire que ça va être une pluie de sauterelles et une catastrophe pour l'économie J'allais vous dire. Duhamel qui reprend les éléments de langage de Dr Zoé, mais vraiment ce monde Let's part go, en couille. Benjamin. le budget n'est pas voté? Je ne vous parle ni des sauterelles, ni des cataclysmes. Je vous parle de ce qui ne se... Je vous parle de la fin du monde, donc arrêtez avec vous. Déjà. 9 milliards, Chris. 9 milliards, ça représente quoi? Allez, 1% de la fortune de Bernard Arnault, tu te rends compte quand même? Ouais, c'est honteux. passera pas s'il n'y a pas de budget. Ce qui se passera pas, c'est que l'hôpital, je ne pourrai pas, et je n'aurai pas le droit constitutionnel d'y mettre les 3,5 milliards d'euros qui Qu'est-ce sont qui s'est nécessaires. passé il y a un an? Il s'est passé. Avant, tu avais le droit constitutionnel, Amélie, mais tu ne l'as Ouais. pas fait Tu pour l'as autant. Après, moi, je suis pas spécialiste de l'hôpital, mais peut-être que j'ai une camarade et amie qui connaît un petit peu le sujet. C'est vrai qu'avant, tant qu'on pouvait faire passer des lois quand il y avait une vraie majorité de macronistes, c'est vrai que là, tout ce que l'hôpital avait besoin, ça régalait, non, hein, Zoé? Là, mais la thune, la moulaga, le top du top. Et là, alors les amis, maintenant, vous connaissez la pas du team. Comme chaque année, figurez-vous qu'il nous arrive un truc incroyable qu'on n'avait pas pu prévoir. Nous sommes en novembre, puis en décembre, puis en janvier, puis en février. Alors ça, c'est vraiment, dans la tête des politiques, c'est très, très, très
être difficile à intégrer, mais il se trouve que en novembre, nous avons de la bronchiolite. Ah ben oui, putain, comme chaque année, merde, c'est fou, Ah quoi. merde. Putain, pourtant, on avait sorti un petit... alors, c'est pas exactement un vaccin, c'est des immunoglobulines qui marchent pas trop mal et tout, mais ils l'ont mis remboursé qu'à 30%. Et pour les gens qui ont Aïe. une complémentaire de merde, ça fait un reste à charge de 400 balles. Ah, dommage. Bon, ça, c'est raté. Et puis, alors, figurez-vous que comme chaque année, il va y avoir la grippe. Mais ça, Amélie de Mais Montchalin non. n'est toujours pas au courant, parce que figurez-vous que là, ça y est, on a les virus de l'hiver qui arrivent aux urgences, et que moi, j'ai des conversations extrêmement intéressantes avec mes copains urgentistes du genre « Oui, bonjour, je vous appelle pour un patient de 60 ans qui est actuellement en train de mourir d'une détresse respiratoire, il a 42 fièvres, il a du pus plein de poumons et tout. Pouvez-vous le prendre et m'envoyer une ambulance avec de l'oxygène, s'il vous plaît, car le monsieur est violé ?» Et puis j'ai mon collègue urgentiste qui me dit « Ah, super Zoé, écoute, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que nous avons déjà triplé la totalité des box des urgences et nous n'avons plus aucune place en déchocage, mais vraiment, écoute, envoie-le, on va le mettre dans un couloir et puis on va serrer très fort les doigts pour qu'il ne meure pas. » Voilà. Mais ça, c'est quand il n'y a pas de budget. Parce que quand il y a Oui. le droit constitutionnel, a priori, Ah oui. de ce que ça Oui, marche oui, pas comme ça. vivement que Amélie sorte sa carte bleue pour nous aider. Alors, Vous savez qu'on a eu un budget en février. Oui. On a eu ensuite un budget en mars. Et vous savez que le budget de la sécurité sociale. Mais donc là, si le budget n'est Très- pas voté en décembre, c'est pas forcément une Mais catastrophe. Et oui, je peux vous dire que si la France, le 1er janvier, se réveille en disant, voyez, on a rejeté les textes. si la France, déjà le 1er janvier se réveille, elle est en train d'annoncer déjà, c'est même pas sûr dans sa tête. Elle te rend même pas compte. Si la France se réveille, moi je veux pas vous alarmer, mais il y a peut-être même une chance que la France disparaisse entre les huîtres et la bûche au 31 décembre. Quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Textes. On n'a aucune perspective Merci. de comment on va faire. Oui, ce jour-là, nos créanciers, nos partenaires et les Français. Et nos créanciers, oui, c'est ceux qui font de la rentabilité sur la dette française, Amélie, c'est bien de le rappeler. C'est ceux chez qui tu as des actions qui te permettent, toi, de payer les vacances à Megève. Et la femme de ménage qui s'occupe du fait que tu puisses gérer tes 3 enfants et ta carrière C'est pas professionnelle de prouvé, front, Amélie. c'est pas prouvé. Elle a peut-être juste un cookéo pour pouvoir accélérer la fabrication des certainement. repas des enfants. Et qui se réjouira? Eh bien, ceux qui veulent notre échec. Merci. Nous, on va pas se réjouir, mais nos yeux sont secs. Amélie est très alarmée, mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas seule. Elle a quelqu'un à la manœuvre pour l'aider, un valet, ce qui va essayer de tout faire pour avoir ce fameux budget, trouver le compromis pour que la France se réveille le 1er janvier, a priori, parce que c'est compromis. Et alors les amis, je vous préviens, nous allons passer des extraits d'Olivier Faure avec une qualité de son absolument dégueulasse parce que fera ce je qu'on suis peut en désolée, mais post-prod. personne ne le respecte en fait. Je ne sais pas comment vous dire. La circulation routière ne le respecte pas, personne ne le respecte et donc, son d'extrême gauche, mais parole de droite. Donc vous voyez, on l'a dit dans l'intro, il a quelqu'un là, à sa droite, là, regardez, hop. Et le famoso Boris Vallaud qui se prépare, on va voir. Nous avons rencontré une nouvelle fois le Premier ministre qui a rappelé ce qu'était le moment dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un moment où nous devons aboutir sur le PLFSS et chacun doit comprendre que s'il n'y avait pas de PLFSS, ce serait en fait un déficit pour la Sécu de 30 milliards. Élément de langage de Amélie Montchalin. Donc là, la restructuration politique, c'est bien faite. Ils sont alliés là-dessus. C'est ce qu'on a dit. Ils jouent la stratégie de la gauche responsable, gouvernementale, qui est consciente de la gravité. Qui serait en réalité très vite un mur qui serait dénoncé par le comité d'alerte de l'ONDAM et le gouvernement serait appelé à prendre des mesures réglementaires dans le dos du Parlement. En tout cas, ce serait le Parlement qui lui-même aurait conduit le gouvernement à prendre des mesures sans qu'elles passent par la loi. Elle est toujours aussi stimulant, Olivier. Hein. Olivier, pitié. Ah. Donc pareil, et même élément de langage, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous a mis les deux, mais ça parle comme du macroniste. Ça dit la même chose. C'est très grave, et c'est pour respecter le Parlement qu'on fait ça. Et donc, il y a un moment de responsabilité pour chacune et pour chacun. Moment que nous avons toujours engagé avec sincérité, avec un seul objectif, faire en sorte que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale se fasse au bénéfice de celles et ceux qui ont le moins de moyens et qu'on n'ait pas cette année. Mais Ça, c'est... bien sûr, Olivier, nous n'avons aucun doute sur le fait que vraiment au Parti Socialiste, votre objectif, c'est vraiment la dictature du prolétariat. C'est-à-dire que enfin, les classes
exploités se lèvent et se dressent face au capitalisme pour dire il y en a ras le cul que vous tiriez de la plus-value sur notre travail en habillement, nos corps et nos esprits, notre environnement. Tout ça pour vous en mettre plein les fouilles et payer les vacances d'Amélie de Montchalin. Nous en avons ras le cul. Non, bien sûr que non, le PS n'a pas fait ça. Si le PS a tout ce truc chevillé au corps, je vous rappelle que c'est que ils ont eu une trouille de fou qui est une nouvelle dissolution de l'Assemblée et ou une démission de Macron parce qu'ils ne sont pas prêts pour faire face dans les urnes à la France insoumise et qu'ils veulent gagner du temps. C'est ça la réalité. C'est ça. Ce qu'ils expliquent, Zoé, c'est que grâce à eux, vous allez pouvoir obtenir 3 mois de décalage du projet de retraite. Donc vous allez partir à 42 ans et 9 mois au lieu de 43. On dit merci. Et là, grâce à eux, vous serez remboursé sur vos lunettes. Attention, pas à 95, pas à 96, mais à 97%. Dernier prix grâce à l'union des macronistes et du PS. Donc c'est eux la vraie gauche. C'est-à-dire vraiment la gauche de bonimenteur. C'est la gauche qui te vend un truc en te disant « Bon, t'avais demandé 10, le patronat était d'accord pour 3, j'ai réussi à t'avoir, Zoé, une augmentation de salaire à 1,5. » Oui, mais comment Merci, c'est possible Olivier Faure. que t'as eu moins que ce que t'es d'accord le patronat? Bah, parce que j'ai obtenu 1,5. Mais t'as obtenu 1,5 pour le patronat Non, j'ai obtenu 1,5 pour toi. Mais tu viens de me dire que le patronat était d'accord pour 3 à la base et moi je voulais 10. Ouais, mais j'ai obtenu 1,5. C'est plus que 0. Voilà. C'est leur technique de CFDT de merde. L'année blanche, qui est une année noire pour les classes populaires, pour la classe moyenne. L'année blanche qui est une année noire. Alors nous, proposition, l'année blanche, hop, faites-le circuler autour de vous. Année blanche actionnaire. Dividende, on prend tout. Un peu mou. Un peu mou comme Taïk rappelle. Hein. Mais bon, nous, on est obligé de parler là. On parle à Olivier Faure. En fait, Voilà. Hein, donc, on fait comme on peut. Et donc, nous avons fait le tour d'horizon ligne par ligne avec le gouvernement. Faire le tour d'horizon, moi je vais dire petit jeu de mots. Parce que du coup, après, on va aller voir ce que pense le parti Horizon de cette volonté de PLFSS. Nous pouvons dire que nous progressons, que nous sommes dans une approche qui peut permettre d'aboutir à un compromis. Nous n'en sommes pas encore là, mais les prochaines heures vont... Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous ne comprenez rien à la politique, admirez quand même l'enthousiasme de ces gens. Est-ce que vous avez vraiment envie de voter pour cette personne? C'est Droupi, le gars. Pour ceux qui ont la rêve, qui c'est Droupi, ce chien qui fait toujours la gueule, là. Vous savez quoi? Je suis le héros. Vraiment, c'est Droupi, quoi. nous permettre d'apprécier et nous jugerons en fonction de ce qui nous est présenté in fine. Nul. À chier. On dit des gros mots aujourd'hui. Laissez les non, enfants. moi j'ai une interdiction de gros mots. Donc sachez que j'en dis 90% de moins qu'avant. Il en reste encore beaucoup, je le sais, mais je fais des efforts. Ouais, vous savez, Zoé, c'est mon amie. Je laisse pas mes enfants en garde chez elle parce que quand ils reviennent au bout de 3 jours, mais je n'ai pas le langage qui tienne. Voilà. Mais bon, bref, soyons sérieux. Qu'en pense Horizon, justement? Il dit on peut pas voter pour. Voilà, donc il s'en tape déjà. Et donc prêt à mettre en péril le budget de la Sécu. Donc le PS de Faure commence à se dire mais putain, mais il nous casse les couilles lui avec son truc de merde là. Est-ce qu'on ferait pas ce que François Hollande a dit, allez voir la capsule bientôt? Peut-être utiliser le 49.3. Tédoum! Rachid Temal du PS qui nous dit les guerres internes irresponsables du socle commun, LR puis Édouard Philippe, mettent en péril un compromis parlementaire pour adopter les projets de la Sécu et de l'État. Après 4 mois de débat parlementaire, j'en appelle donc à un 49.3 de compromis. Alors là, C'est le meilleur élément de langage du monde. Le 49.3 de compromis. c'est un truc, tu sais, la formule ne vient pas de nulle part, Zoé. Elle a été inventée par Hollande sous son mandat. C'est ne pas forcer la majorité, mais en trouver une. Pour lui, c'est ça le 49.3. C'est vraiment la même chose que, tu sais, quand on va te dire le plan de sauvegarde de l'emploi pour virer des gens, tu sais. C'est exactement C'est ça. vraiment leur novlangue de con, quoi. Donc pour les gens qui connaissent pas tous les dispositifs parlementaires, le 49.3, on en parle beaucoup. Le 49.3, c'est un dispositif qui permet d'avoir l'accord du Parlement sans vote et sans adoption de censure. C'est de dire, soit vous adoptez une censure contre le gouvernement, auquel cas, ça veut dire que vous ne voulez pas de ce projet de loi et donc le gouvernement tombe, soit vous ne votez pas la motion de censure et donc, sans voter le texte, vous avez le texte qui passe. Voilà, c'est ça le 49.3. Donc c'est marrant, les copains d'Olivier Faure sont en train de tuer Olivier Faure qui, lui, faisait de toute sa stratégie politique de Valais de ne pas avoir le 49.3. Tu te rappelles quand il a dit le cornu, nous on a obtenu ça, on a obtenu les 3 mois, enfin voilà. Vous avez un piolet
dans la tête, référence avec des événements qui auraient déjà eu lieu et dont on pourrait se réjouir, est fortuit. Vous avez un piolet dans la tête et Fort vient vous dire « J'ai enlevé une écharde ». Ok, très bien, merci Olivier. Donc ça commence à dire au PS 49.3. Il y en a un qui dit le 49.3 là, qui commence à prendre son petit ascendant. On l'a prévu, tout ça c'est la prophétie. Donc là, c'est Frédéric Delpech qui rapporte. Donc Boris Vallaud ouvre un peu la porte à un 49.3. Mais quelle surprise! Mais vraiment, oh là là, mais qui aurait pu le prédire? À part la patte du team, j'ai envie de dire. Interrogé sur ce point, il répond: il faut un compromis, quelle que soit la méthode. S'il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de texte. Une parole politique forte. Exact. Donc voilà notre Boris Vallaud qui essaye de se placer et là qui commence à tuer fort à l'initiative de notre ennemi François Hollande. Très intéressant, ça commence à se préciser. Là fort, en 2026, je donne pas cher de sa peau, mais bon. La France va sûrement se réveiller le 1er janvier. Il y en a peut-être un qui va pas se réveiller, Zoé, c'est peut-être Olivier Faure du coup. Bah, il va pas se réveiller parce qu'il va faire ouin ouin. Alors, attention, Olivier Faure parle, personne ne le respecte, son d'extrême gauche, parole de droite. C'est ça. C'est capté en direct par Révolution Permanente, je crois. Mais je vois bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de socle commun. Et peut-être que c'est ça qu'il faut admettre, et que s'il n'y a plus de socle commun, qu'ils laissent la place à d'autres. Et s'ils ne peuvent plus gouverner, qu'ils disent qu'ils ne veulent plus gouverner. Et on prendra leur place. Mais s'ils ne veulent plus gouverner, s'ils ne veulent plus... Il en est là, c'est-à-dire... Il a tout fait pour les maintenir au pouvoir. Il a donné tous les éléments de langage. L'étau se referme. Il est coincé entre faire adopter un truc avec le 49.3 ou ne pas faire adopter de truc. C'est-à-dire aucune de ses stratégies n'a fonctionné. Il est obligé de s'enlever une jambe dans les deux cas. Et là, il pleurniche en mode vous n'avez qu'à nous donner le pouvoir. Et puis c'est ça. Et puis de toute façon, enfin bon, vraiment, Olivier, c'est catastrophique. Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi, Olivier, que le NFP est arrivé en tête des élections législatives et que Macron ne fait pas de gouvernement avec le NFP en Premier ministre. Enfin, je veux dire, il va falloir accepter que le mec n'en a rien à battre de votre gueule, en fait. À un moment, c'est comme... Vous vous souvenez de l'analogie qu'on avait fait pour le budget. Donc là, il y a des gars, ils ont pris le peuple français. Ils l'ont kidnappé, ils nous ont mis tous tout nus dans une cave et ils rentrent dans la cave régulièrement pour nous balancer des seaux d'eau glacée dessus. Et nous, on s'hydrate en léchant les flaques par terre. Là, il n'y a pas longtemps, avec la réforme des retraites, ils nous ont dit « Les gars, on va vous filer un slip mouillé ». Donc, nous sommes en slip mouillé aussi. à côté... Voilà, et troué, à côté de Marine Tordelier d'un côté et Olivier Faure de l'autre. Et là, les mecs arrivent en disant « Bon, finalement, on va vous enlever votre slip mouillé parce que c'était peut-être un petit peu trop de confort. Et maintenant, on va vous demander de vous torturer les uns les autres, c'est-à-dire de vous frapper, de frapper votre voisin. » Et t'as Olivier Faure qui arrive en disant « Oh mais non, mais quand même, on avait dit qu'on serait peut-être un peu copains, peut-être qu'un jour on pourrait avoir de la pâté pour chat, pour manger et tout ça. » Ben oui, mais Olivier, en fait, à un moment, si tu n'assumes pas la conflictualité, tu te retrouves dans cette situation. On est tous les uns à côté des autres, à poil, tout mouillé, dans la cave. Et toi, t'es là à vouloir continuer de négocier avec le mec qui nous retire notre slip. Bon, à un moment, Moment, c'est trop. Bah oui. Donc là, il est vraiment au bout du bout. Vraiment, sortez-le. On le sait qu'il va disparaître à terme. Il ne peut pas s'imposer. La droupie, là, et c'est plus possible. Dans la majorité relative, s'ils ne veulent plus y appartenir, qu'ils le disent aussi. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Il y en a marre, franchement. C'est pas possible. Même quand il s'énerve, il est pas crédible, quoi. On peut pas nous enlever notre slip mouillé comme ça. On l'avait durement gagné, on avait beaucoup négocié, vous aviez dit que vous étiez d'accord pour qu'on ait des slips, et là vous nous les enlevez, c'est pas gentil. Mais tu sais, vraiment, il me fait penser à ces parents, là, tu sais, qui font de, je sais pas comment, l'éducation positive et tout. Le type, il a un crayon dans l'œil, et il dit non, Jean-Eudes, tu sais bien qu'on a dit que les crayons, ce n'était pas pour mettre dans l'œil de papa. Il faut parler en tournure de phrases positives, Chris. Les crayons, ça sert à dessiner, Jean-Eudes. C'est l'autre, il a le crayon dans l'œil. Voilà, fais quelque chose, quoi, énerve-toi vraiment. D'avoir des gens qui se comportent à chaque fois comme si tout leur était dû, comme... Il parle vraiment. Clémentine, je t'avais dit... Tu ne rangeais pas ta chambre, tu allais être punie. Alors oui, c'est vrai que comme je ne te punis jamais, tu n'en as rien à foutre et du coup tu ne ranges pas ta chambre, mais Clémentine quand même. Clémentine, ce ciseau, on a dit qu'il se mettait dans le tiroir, pas dans le genou de papa. Papa saigne, Clémentine, et tu continues. Ça fait mal à papa. Papa a très mal, Clémentine. Regarde, papa pleure. Vraiment. Si en fait il n'y avait pas de... Enfin, c'est sans limite. Voilà, c'est pile je gagne face... Enfin, c'est pile tu perds face je... Pile je gagne, j'en ai plus rien à foutre. Et je te dis, il va pas...
Il passera pas l'hiver. PPH, on va l'appeler, notre ami. Voilà. PPH fort. Tu gagnes. Ben non, ça marche pas comme ça. Bah non, ça marche pas comme ça. Bah si, ça marche comme ça. C'est la Voilà. faute. C'est qu'il nous a Bon, dit les dans la amis. même interview que c'était une politique de feignant, le 49.3. Donc là, il est vraiment pas du tout content. Mais ça va finir en 49.3, vous inquiétez pas. C'est prévu, c'est comme ça. La main noire du PS reprend l'initiative. Tout le monde suit derrière les Rachid Temal, les Boris Vallaud. Et la ligne fort est en train de disparaître. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il va tenter. Et là, avec Zoé et Padu, on est vraiment dans les starts. Tenter de se présenter à la primaire des Noisettes en 2026 pour ressusciter de l'épreuve qu'il est en train de subir aujourd'hui. Ça va être, comme on dit chez nous, un banger. Voilà, je laisse la conclusion à Zoé. Écoutez, excusez-moi, j'ai rigolé parce que j'ai vu le tweet juste en dessous qui commence par la faute à qui connard et je trouvais que Je le remets pour vous, les gens. la faute à qui connard qui a permis à Macronie de se maintenir au pouvoir, qui vient de permettre 10 milliards de coupes dans les budgets pour des promesses bidons. Écoutez, ça me semble être un assez bon résumé de ce tweetos. Bon, sur le budget, alors on rentrera là pour l'instant, je vais vous dire, c'est difficile de vous dire exactement ce qu'il y a dans le budget parce qu'en fait, il y a eu une navette avec le Sénat qui a changé beaucoup de choses. Alors, je vous rassure que ce La soit navette, version c'est pas un minibus pour aller à la cantine. non. Voilà, c'est Non. le fait de passer d'une chambre à l'autre. Donc en fait, que ce soit la version Assemblée nationale ou que ce soit la version Sénat, c'est de la merde, hein, je vous le dis. En gros, c'est oui, qui est-ce qu'on va aller plumer? Grosso merdo, on ne va jamais aller plumer les mecs qui ont beaucoup de plumes, des grandes plumes de pan là partout et qu'on pourrait largement tondre. Quand on en saura un petit peu plus sur ce qui est décidé, s'il y a un truc de décidé, on vous fera un truc précis sur comment est-ce qu'on va niquer la vie des handicapés, niquer la vie des retraités, niquer la vie des personnes malades, niquer la vie des gens en arrêt de travail. Ils ont prévu aussi beaucoup de douilles, c'est-à-dire de trucs qui sont pas décidés tout de suite, mais qui restent à la discrétion du ministre en place. Alors autant vous dire que vu les ministres qu'on a actuellement, laisser des trucs à leur discrétion, c'est wouh. Est-ce que vous avez envie que Amélie de Montchalin décide toute seule dans son bureau avec ses 2 conseillers? Moi non, hein, perso, mais bon après, Ah non, voilà. non. Non. Bon, sur ce les amis, il me reste à vous dire que demain samedi, nous sommes tous les deux avec Chris à Chambéry, invités par les Jeunes Insoumis de Chambéry. Ça sera salle René Ré, au 312 rue Nicolas Parent à Chambéry. Il y aura 3 confs. Une première conf de 14h30 à 16h qui va être trop bien, je pense, avec l'incroyable camarade Moni Ramoun qui sera accompagné de DR et de la débrouille. Ils vont parler islamophobie, le déjà la fasciste en France. Ensuite, de 16h30 à 18h, je fais une conf avec Lou Girard de l'OST, la camarade Lou que vous avez déjà vue sur cette chaîne il y a quelques temps quand elle faisait une levée de fonds pour leur collectif. Donc de 16h30 à 18h, on va parler des perspectives progressistes de la santé en France et ça va être très cool. Et ensuite de 18h30 à 20h, nous faisons une conf sur les municipales 2026 vers une radicalité à gauche. Nous serons accompagnés d'un camarade de Chambéry à venir et nous serons avec Chris et le Saint Graphique. On va aller graphiquer Chambéry, les amis, ça va être trop bien. On a trop hâte d'y aller, n'est-ce pas, Chris? On va prendre le de train fou. et découvrir la Savoie, manger du fromage. Donc on a hâte de vous croiser là-bas, de papoter avec vous, de débattre, que vous veniez poser plein de questions parce que les sujets vont être trop bien. Donc voilà, c'est demain à partir de 14h30, salle René Ré à Chambéry, samedi 6 décembre. Nous sommes aussi toujours en campagne de financement pour Position Revue et donc vous avez le Tipeee en barre de description. On a dépassé les 10 000 €. On est trop contents. Merci beaucoup à tous ceux qui ont donné. Donc on continue. On a encore un peu plus de 2 semaines sur cette campagne de financement. Avec ça, on va faire des trucs, mais je vous le dis, personne n'est prêt pour l'année de Position Revue en 2026 et je suis très sérieuse. On a les projets dont on vous a parlé, la revue papier, le podcast, refaire tout le site, le Saint Graphique, enfin accessible pour tout le monde. Mais on a surtout un giga projet. Oh là là, on a tellement hâte de vous en parler parce que... Tu sais que moi j'ai du mal à tenir les surprises et donc ne me pousse pas quoi. Voilà, je vais lâcher l'affaire. Vous n'avez pas idée du banger qui se prépare. Vraiment, je vous le dis, personne n'est prêt. Nous ne sommes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Personne. Pour ça, vous avez le lien du Tipeee en barre de description. Vous pouvez également soutenir tout le travail de l'asso comme d'habitude sur notre Tipeee. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.